Fernando, ravi de t'accueillir sur ce joli plateau de la Française des Jeux. Je l'évoquais ce matin, une première approche sur la stratégie, une seconde plutôt sur les témoignages, retour d'expérience. Et puis, on s'est dit, comme à l'habitude, et quel témoignage pourrait également nous éclairer, apporter un regard différent finalement sur cette notion d'incertitude. Et on s'est dit, et si nous prenions de la hauteur? Et prendre de la hauteur, eh ben, c'est ce qu'on va faire notamment avec toi, mon cher Fernando, puisque tu as été le patron des pilotes d'essai d'Airbus pendant de nombreuses années. Tu as à ton actif, et je te sais modeste, donc tu me diras que tu étais accompagné, mais tu as fait partie de ces équipes qui ont fait décoller des avions aussi mythiques que l'A380. Et puis, au cours de ta fin entre guillemets, de carrière chez Airbus, tu as également dirigé la division avions militaire et défense. Du coup, tu as aussi une expérience avérée dans la direction d'entreprise. Et là, l'échange que nous allons avoir, c'est d'avoir ton retour d'expérience, ton témoignage, voilà, en tant qu'ancien patron des pilotes d'essai, puisque spontanément, je m'étais dit, un pilote d'essai, sa grosse trouille, sa grosse crainte, finalement, elle doit surtout être en vol. Et en fait, des échanges qu'on a pu avoir pour préparer cet entretien du jour, en fait, je me suis rendu compte que l'incertitude était peut-être beaucoup moins liée à l'effet de reposer un avion que d'être finalement en capacité de proposer à un client le meilleur produit et de pouvoir finalement réussir à faire travailler ensemble un grand nombre de parties d'entreprise. Et du coup, ma question finalement, elle va être assez simple. Quelles étaient, en dehors de faire voler des avions, ta mission principale, tes missions principales, pour qu'on comprenne mieux? Écoute, Marie-Louise, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis Fernando Alonso, je suis espagnol, comme vous certainement pouvez entendre de mon accent, peut-être toulousain, mais un peu espagnol peut-être. Et j'ai quand même vécu pas loin, enfin, je suis toujours en France, et j'ai vécu 37 ans de ma vie professionnelle chez Airbus en France, puis en Espagne. Oui, quand on dirige une organisation comme l'organisation des essais en vol à Airbus, une grosse entreprise, il est évident, et ça va sans dire, mais vaut mieux le dire, le souci numéro un, c'est la sécurité. La sécurité de mes équipages, la sécurité de nos vols, mais on a toujours en tête la sécurité des passagers, des futurs passagers qui vont utiliser nos avions et qui pourraient être nos épouses, nos enfants, nos parents. Donc, la sécurité, c'est le souci numéro un, et donc ça fait partie de notre préoccupation. Je dirais même pas, c'est peut-être pas de la préoccupation, mais enfin, ça fait partie de notre quotidien. Dans tout, il y a la sécurité en premier. Et après, il y a effectivement, on fait un métier qui est un métier passionnant. Les jeunes, ils aiment voir voler les avions, et ils veulent devenir pilotes. Et quand ils sont pilotes, ils veulent voler des grands avions. Quand ils sont pilotes, ils veulent devenir pilotes d'essai. Donc nous, on avait une énorme chance d'avoir un métier qui nous permettait de réaliser nos rêves. On rêvait tous de faire le boulot qu'on faisait. Et donc, voilà, quand on était aux essais en vol d'Airbus, c'était tous unanimes, c'était un rêve de métier. Mais juste avant le début des essais, le début de la campagne du 350, au moment du lancement du dernier avion, le 350, on avait vu que le cycle de développement des avions était de plus en plus long. Et ça, malgré le fait qu'on investissait de plus en plus d'argent, on avait de plus en plus de moyens d'essai, des simulateurs, des essais virtuels, des bancs d'essai. Et malgré tous ces investissements, le cycle de développement de l'avion devenait de plus en plus long. Alors, quand je parlais avec mes équipes, il y avait toujours des bonnes explications. Les règlements sont de plus en plus difficiles, les autorités sont de plus en plus exigeantes. Les clients sont de plus en plus exigeants, voilà. Et je dis, mais donc on est dans un cycle complètement divergent. Les avions sont de plus en plus sophistiqués, les autorités et les clients demandent de plus en plus, nous on investit de plus en plus, et malgré tout, le cycle de développement est toujours de plus en plus long. Qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, on a eu l'idée de se dire finalement, est-ce qu'on a suffisamment le client au centre de tout ce qu'on fait ? Est-ce que le client ultime de l'avion est au centre de ce qu'on fait ?
Et j'étais persuadé que non, j'étais persuadé qu'il y avait des choses qu'on pouvait mieux faire. Et donc, on a décidé, c'était en 2007, de créer un centre d'intégration et d'essai en vol à Airbus qui allait regrouper toute l'activité d'essai dans l'entreprise. C'est-à-dire, dans le passé, les ingénieurs faisaient leur design. Il y a des gens qui faisaient le design du système électrique, du système des trains d'atterrissage, du système de conditionnement d'air, du système d'avionique. Et après, chacun d'eux, il faisait ses essais pour vérifier que son système marchait correctement. Et après, nous les essais en vol, on arrivait à la fin. Et on constatait des choses qui, une fois qu'ils étaient tous mis ensemble, chacun individuellement marchait, mais ce que le résultat global était celui qu'ils attendaient le client. Et souvent, la réponse était non. Nous, on disait, là, ça ne marche pas, le client n'acceptera pas ça. Et nos ingénieurs de bureau d'études disaient, mais pourtant, le système fait comme on l'a dessiné pour qu'il fait comme il devait faire. Donc, il y avait un disconnect. Et donc, on a décidé de créer ce centre d'essai et d'intégration. Et ce centre regroupait toute l'activité essai de Airbus. Et donc, moi, ce groupe, je lui ai donné une vocation d'être le premier client de l'avion. Donc, nous abordions l'activité essai, non pas pour vérifier que le système marche correctement, mais plutôt est-ce que les systèmes et l'avion dans sa totalité fonctionnent comme il s'attend le client. Donc, c'est là où je dis, nous, on était, enfin, moi, la façon dont on a créé un esprit d'équipe et on a donné un sens à ce que cette nouvelle équipe allait faire, c'était en disant, nous sommes le premier client de l'avion. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé avec les pilotes, les techniciens, les ingénieurs, tous cette attitude de dire, nous sommes le client, tout ce que nous, on va trouver ici, le client ne le trouvera pas, on va s'assurer que tout ce qu'on fait est en accord avec les clients. Et c'est allé à tel point que nous avons même intégré des pilotes, des techniciens et des ingénieurs de la compagnie aérienne dans nos équipes pour faire la phase de mise au point de l'avion, chose qui n'était jamais arrivée avant, parce qu'on se disait, nous on fait ça, il ne faut pas que le client le voie, au cas où il verrait. Nous, au contraire, on a ouvert le porte, on a dit, venez voir ce qu'on fait, on n'a rien à cacher. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on est là pour les régler, mais le plus tôt on les trouve, le plus facile ça sera pour les régler, et moins vous aurez des problèmes quand vous aurez reçu l'avion. Donc voilà, c'était peut-être quelque chose d'original, mais l'expérience et la réussite de la 350 a montré que c'était une excellente initiative. Et donc, mettre le client au centre de tout ce qu'on a fait, ça payait. Du coup, co-construire, coproduire, concevoir avec le client, c'est quelque chose qui paye. Tu l'évoquais, on est sur des cycles de production qui étaient longs. Derrière, on imagine forcément qu'il y a des notions de coûts, de risques industriels, même certaines fois de géopolitique. On parle souvent effectivement de la vente de Boeing comme de la vente d'Airbus comme étant une espèce de compétition d'influence géopolitique. J'imagine que du coup, sur les épaules de ton équipe et donc sur les tiennes en particulier, il y a quand même une grosse pression qui s'exerce, surtout quand on est sur des compagnies en face qui vont légitimement négocier. Comment on arrive à faire descendre la pression? Comment on arrive peut-être à créer de l'assurance, de la réassurance et de la confiance avec ses équipes dans un environnement particulièrement anxiogène? Écoute, je pense qu'il faut d'abord avoir créé de la confiance, de la solidarité et de l'esprit d'équipe dans ton équipe à toi. Donc, il faut que ton équipe à toi comprenne qu'est-ce qu'ils font, le pourquoi ils le font et le comment ils le font. Donc, le what, le how, le why, c'est fondamental. Il faut que tout le monde comprenne quel est son rôle, même petit, dans cette grande tâche qui est la mise au point de l'avion. Et ensuite, donc ça, c'est le travail interne. Et après, le travail externe vis-à-vis du client, il faut absolument travailler. Pour moi, le mot-clé était transparence. Et ça paraît, dans ce monde hyper compétitif, hyper tendu, géopolitique, géostratégique, tout ce que tu veux, malgré tout, la transparence, et on peut être transparent. Transparence, ça ne veut pas dire on dit tout, mais on dit tout ce qu'il est nécessaire de dire.
Et on le dit en transparence. Et on ne cache pas les problèmes. Les problèmes sont là. Tout le monde a des problèmes. Ce qui est important, c'est d'identifier les problèmes et mettre en place des choses, mettre en place des actions pour les corriger. Nous, si tu veux, on avait même intégré les équipes des compagnies aériennes qui avaient lancé l'avion, on les avait intégrées avec nous. Et donc, régulièrement, ils volaient avec nous. Ils participaient à l'entretien de l'avion avec nous. Et on appliquait toutes les mêmes procédures qu'eux, ils allaient appliquer. Bien sûr, au début, ces procédures ne marchaient pas. Et on voyait les gens qui me disaient, mais ça, ce que vous avez écrit là, ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi. Bon, mais c'est bien. Plus on le sait tôt, mieux c'est. Donc, pour moi, transparence, c'était fondamental. Et justement, sur cette notion de transparence, tu parlais d'exemplarité. Lorsqu'on a échangé en amont, tu parlais du fameux walk the talk et que tu raccrochais aussi à une notion du respect de chacun de tes interlocuteurs. Tu peux nous parler un petit peu de ce fameux walk the talk ? Écoute, je pense que pour être un chef, un leader, et Dieu sait que quand tu gères des hommes et que tu amènes les hommes, le plus important, c'est d'avoir de la crédibilité devant tes hommes et tes équipes. Donc, il faut absolument être sûr que tu as embarqué tout le monde, que tout le monde comprend quel est son rôle, quel est son positionnement dans l'organisation. Et toi, en tant que chef, ou les chefs, ou les leaders de l'organisation, il faut absolument qu'ils aient la cohérence. Le walk the talk, c'est simplement être cohérent, faire ce qu'on va faire, dire ce qu'on va faire, le faire, et en sachant que les gens, ils regardent le chef, ils regardent le leader, et ils voient tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, comment il réagit. Donc, il faut absolument que cette cohérence soit une cohérence vitale. Tu ne peux pas cacher, tu ne peux pas truander, tu ne peux pas tricher. Il faut qu'il y ait un accord entre ta personne, tes valeurs, tes croyances et la façon dont tu te comportes comme tes équipes. Donc, si tu parles de respect et que tes équipes voient que tu n'es pas respectueux avec une personne qui travaille pour toi, ou avec un client, ou avec le chef d'un client, ou avec un ministre, ils regardent tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence de comportement. Il faut également, évidemment un certain degré de crédibilité, de reconnaissance des compétences, bien sûr. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Mais pour moi, le mot-clé, c'est la cohérence. Mais encore une fois, c'est une cohérence vitale. La totalité de l'individu doit être cohérente de ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il sent et ce qu'il fait. Ouais. Justement, à cette cohérence du leader, l'exemplarité, qui peut être un mot souvent utilisé, certains m'ont même parlé de modèle. Il y a aussi dans l'apanage, notamment du leader, c'est la capacité et la nécessité de décider. Finalement, le responsable, par définition, il est responsable de ses choix. Il est donc responsable de ses décisions. Quel conseil, ou du moins quelle expérience, quelle bonne pratique, quelles astuces donnerais-tu à un jeune manager qui doit justement être mené à prendre des décisions dans un contexte d'incertitude? Marie-Louise, je resterai très humble, je ne donnerai pas de conseils, je partagerai mes visions, je partagerai mes expériences. Mais s'il devait y avoir un conseil que je devrais donner à un jeune, c'est les Américains ou les Anglais disent « be yourself », c'est-à-dire « sois toi-même ». Sois toi-même, ne te cache pas derrière une image. Ça se voit tout de suite. Dès que tu n'es pas toi-même, ça se voit. Cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, elle trouvera des failles. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une deuxième chose qu'il faut donner beaucoup d'importance, c'est de l'écoute. Il faut, dans toute décision, il y a le temps de la discussion, il y a le temps de la décision et il y a le temps de l'exécution. Dans le temps de la discussion, il faut être sûr que tu as écouté tout le monde. Il faut que les gens puissent avoir l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer leur vision, leurs soucis, leurs opinions, leurs choix. Après, il faut qu'ensemble,
on discute de quelle décision prendre. Et après, s'il y a une unanimité ou majorité, tant mieux. Et s'il n'y a pas de majorité et que toi, en tant que chef, tu penses que tu as clair qu'après avoir écouté tout ça, il faut prendre telle décision, il faut que les équipes comprennent que c'est la décision qu'on va prendre. Il faut qu'ils s'approprient cette décision comme si c'était la leur. Et au moment de l'exécution, il faut qu'ils soient tous, comme disait D'Artagnan, tous à la une, quoi, hein. Voilà, donc on fonctionne tous comme si c'était notre décision personnelle et individuelle. Mais pour ça, il faut s'assurer qu'il y a eu le temps de la discussion pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais. Et justement, dans cette question de la décision, il y a dans l'univers de la Formule 1, alors rassure-toi, je ne te parlerai pas de ton homonyme, mais je crois que c'est Toto Wolff, qui est le patron de la Formule 1 chez Mercedes, qui avait évoqué que dans les réunions, notamment avec l'ensemble du staff, il était toujours le dernier à prendre la parole. Et c'est exactement ce que tu me disais lors d'un échange, que toi aussi, dans ta pratique, c'était de laisser parler pour éviter les filtres et être le dernier à parler. Même si toi, dans ta tête, tu as une idée très, très claire de ce qu'il faut faire. Il faut que tes équipes ne voient pas ça. Il faut que tes équipes te voient ouvert à écouter. Parce que peut-être dans ces discussions, tu vas voir d'autres choses qui vont te faire changer ton idée. Mais même si tu as une idée très claire, il faut que tu ne sautes pas l'étape de la discussion. Et après tu décides. Mais il ne faut pas que tu sautes. Mais tu parles à la fin. Tu écoutes. Parce que dès que le chef parle, là, ça va influencer des gens. Donc, vaut mieux laisser la liberté de s'exprimer, de parler, d'expliquer, d'essayer de défouler, des fois d'essayer de défouler. Parce que dans ces discussions, souvent, il y a des gens, il y a de l'émotionnel qui sort, même dans les sujets très, très techniques, comme faire voler un avion, mettre au point un avion. Il y a beaucoup d'émotionnel. Les gens, on est des êtres humains. Nous avons des émotions. Et même dans un métier très technique, il y a des émotions. Donc, il faut que tout ça, ça sort pour être sûr que derrière, quand la décision sera prise, tout le monde va foncer dans la même direction. Et alors du coup, notre communauté, comme tu sais, est une communauté d'acteurs de la relation client qui a une spécificité, c'est de s'intéresser particulièrement au feedback des clients. Et certaines fois, il y a des feedbacks qui sont des réclamations, et c'est là notamment... Horrible. Voilà, et dans ton secteur, justement, où on peut dire que tu étais, alors je ne sais pas si tu me passeras l'expression, mais un commercial de luxe auprès de ministères, auprès de compagnies. Il t'est arrivé, j'imagine, d'avoir des clients un petit peu, on va dire, délicats. Et comment les gérais-tu ? Écoute, il y a des clients qui sont délicats, je ne pourrais pas dire tous les mots, mais c'est vrai, quelqu'un qui t'a fait confiance, qui a fait confiance à ton entreprise, qui a fait confiance à ton produit, qui a dépensé, qui a investi énormément d'argent pour son produit, il est normal qu'il ait des expectatives pour ce produit et c'est ton obligation et ton rôle, c'est de lui satisfaire. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des caractères qui sont plus ou moins faciles à gérer. Mais malgré tout, même s'il faut avaler beaucoup de couleuvres, même s'il faut avaler beaucoup de choses, tu dois jamais. Enfin, moi, je me devais de jamais perdre le respect au client, toujours l'écouter et savoir faire la part des choses entre ça, c'est quelque chose que je peux répondre, ça, je ne peux pas répondre, et savoir établir une relation personnelle avec lui pour essayer de comprendre quel est le fin fond de son souci. Est-ce que c'est un souci de performance? Est-ce que c'est un souci d'efficacité? Est-ce que c'est un souci d'image? Est-ce que c'est un souci de protection, de protéger son boulot à lui? Est-ce que c'est un souci de relation avec ses shareholders? Voilà. Les gens, quand ils expriment des positions d'une façon très forte et très véhémente, il y a toujours quelque chose derrière. Il est important de comprendre qu'est-ce que c'est qui est derrière. Alors, et notamment de comprendre le client, de pouvoir répondre de manière ajustée. Dans le cadre des échanges, tu m'avais raconté notamment une anecdote assez, je crois, rocambolesque. Où, oui. Tu peux nous parler de cette anecdote? Oui, c'était à l'occasion d'une des premières livraisons d'un A350 à une compagnie cliente.
les équipages de la compagnie, ils avaient trouvé une espèce de une certaine vibration dans l'avion. Et, et donc, que moi-même, je ne m'étais pas perçu du tout, parce qu'en fait, il n'y avait pas de vibration. Mais ils avaient senti quelque chose. Et en fait, il a fallu revoler pour essayer d'identifier cette vibration. Et en fait, on a trouvé quelque chose qui était minuscule, minime. Et en fait, ils voulaient qu'on corrige ça. Et en fait, leur problème, ce n'était pas que cette vibration, ce comportement était inacceptable, qu'il n'était pas du tout, il était parfaitement acceptable. Mais c'est qu'en fait, eux, ils avaient vendu l'avion comme l'avion le plus confortable du monde. Et la référence de l'avion le plus confortable du monde, c'était le 380. Et ils voulaient que cet avion, le 350, soit meilleur que le 380. Chose qui, voilà, donc il a fallu comprendre, arriver à comprendre pourquoi cette vibration qui était infime pouvait leur créer un tel problème. Et en fait, la vibration en soi, ce n'était pas du tout un problème. C'était parce que l'autre avion, qui était pour eux leur référence de confort, ne l'avait pas, et il ne fallait absolument pas que lui, il l'ait non plus. Mais voilà, donc il a fallu, avant qu'on comprenne le pourquoi, on a dépensé beaucoup d'heures de vol, beaucoup d'argent, mais à la fin, le client était ravi, et donc je pense qu'il a réussi à avoir l'avion le plus confortable du monde. Voilà.